Un homme riche donne sa mention à un couple sous une condition, ils ne doivent pas ouvrir la porte du cellier. Pensant que c'est une chance de repartir à zéro, ils emménagent, mais découvrent rapidement ces horreurs cachées. Un matin, le couple marié, Sarah et JN, regarde des échantillons de peinture sur le mur pour choisir la teinte de jaune à utiliser pour la chambre de bébé. Cette nuit-là, alors qu'ils sont au lit, l'homme félicite sa femme enceinte pour sa force et sa résilience, malgré des années de cycle de FIV échoués. Le lendemain, Sarah, mathématicienne et professeure, commence un cours sur la logique et le raisonnement statistique, se concentrant sur la nature binaire de certaines décisions. Pendant ce temps, John et ses collègues de l'agence d'architecture, Steven et Zach, regardent la belle Alyssa passer. Steven mentionne que l'homme marié avait autrefois fréquenté cette femme, ce qui pousse John à préciser que cela s'est passé bien avant qu'il ne rencontre sa femme. L'après-midi, la collègue demande à l'architecte si elle peut l'accompagner à la visite de la maison de Scarsdale, mais John pense que ce n'est pas une bonne idée. Des heures plus tard, alors que Sarah joue du piano chez elle, elle ressent une douleur aiguë dans le bas-ventre. Inquiète que quelque chose soit arrivé au bébé, la femme paniquée appelle son mari, mais il ne remarque pas ses appels car il est occupé à divertir des clients à la maison. Finalement, John vérifie son téléphone et voit les nombreux appels manqués de sa femme. Il se rend à l'hôpital où il trouve sa femme abattue, assise sur un lit, et il pleure en silence la perte de leur enfant à naître. Quelques jours plus tard, la femme en deuil dit qu'ils ne peuvent plus rester dans leur appartement, insinuant que la maison porte trop de souvenirs douloureux. Peu de temps après, le couple se rend dans une petite ville pittoresque pour visiter des maisons potentielles. Un mois plus tard, Sarah déclare qu'elle est prête à abandonner la recherche, car toutes les propriétés disponibles sont soit trop chères, soit nécessitent d'importantes rénovations. Cependant, John garde foi qu'ils trouveront la maison parfaite et vivront la vie de leurs rêves. L'agent immobilier, Jenny, suggère des annonces dans la ville voisine, mais la mathématicienne répète que c'est ici qu'elle veut vivre. La femme compatissante leur recommande un ami qui vit dans la région depuis longtemps et connaît toutes les propriétés du coin. Plus tard, ils entrent dans une grande propriété où le propriétaire distingué, EMT, les accueille dans sa mansion. Les invités sont émerveillés par son architecture impressionnante et sa beauté. Le vieil homme partage qu'il a passé la majeure partie d'une décennie à rénover l'endroit lorsqu'il l'a acheté. Dans la salle à manger, ils boivent du vin et EMT demande pourquoi ils ont choisi de quitter la ville pour s'installer dans une petite ville. Pour éviter le sujet douloureux, Sarah laisse entendre qu'ils cherchent à repartir de zéro. Le soir, John voit une étagère d'anciennes armes à feu, et le propriétaire explique qu'au moment où les fondations de la maison ont été posées, les ouvriers ont découvert de nombreux artefacts. Comme ils ne pouvaient rien jeter, l'homme a transformé les reliques en une exposition. Sarah dit qu'ils adoreraient une maison avec du caractère, comme celle-ci, et EMT rétorque que les vieilles maisons sont comme les gens, car elles ont aussi des secrets profonds et sombres. Pour l'amusement du couple, le vieil homme leur propose sa mention, voyant combien il l'aime. Le couple pense qu'il plaisante, mais il leur demande sérieusement s'ils croient que la maison peut les rendre heureux. Alors la femme regarde son mari et dit que ce n'est pas la maison qui rend une personne heureuse, mais les gens avec qui elle choisit de construire sa maison. Plus tard, EMT dit que le couple devrait passer la nuit, car John a bu, dans la chambre d'amis. Après avoir parlé des nombreuses fêtes qu'ils pourraient organiser dans la mansion, ils finissent par faire l'amour. Le lendemain, le couple trouve la lettre d'EMT, déclarant qu'il donne la maison et tout ce qui s'y trouve gratuitement, car il est prêt à la laisser derrière lui. Cependant, il ajoute une condition, ils ne doivent jamais ouvrir la porte du cellier. S'ils respectent cet accord, la maison leur appartient, mais s'ils enfreignent le contrat, ils conservent la propriété de la mansion. Plus tard, le couple trouve la porte du cellier verrouillée sur le côté de la maison, et John se demande s'il y a quelque chose à l'intérieur que le propriétaire ne veut pas qu'il voie. Soudain, Jenny apparaît, clarifie que l'offre d'EMT n'est pas une blague et demande s'ils ont signé le contrat joint à la lettre. L'architecte dit qu'ils n'ont pas encore pris de décision et demande à parler à Sarah en privé. Il pense que c'est trop beau pour être vrai et se demande pourquoi sa femme ne trouve pas cela suspect. La femme rétorque que rénover une maison pourrait prendre des années et qu'ils n'ont plus d'économie, car ils ont utilisé la majeure partie pour les traitements de FIV. Finalement, elle convainc son mari en lui disant qu'ils peuvent tous deux guérir de la tragique perte dans leur nouvelle maison. Après avoir signé les papiers, le couple joyeux célèbre avec un baiser et se promène dans la mansion, incrédule. Ils emménagent bientôt dans leur nouvelle maison et la femme commence à déballer leurs affaires. Un soir, John trouve sa femme en train de jouer du piano. Après s'être échangé des sourires, ils se dirigent vers la chambre pour faire l'amour. Lors d'une fête de crémaillère, Zach arrive avec Alyssa, à la grande surprise de l'architecte. L'invitée féminine salue Sarah,
qui se souvient de l'avoir rencontré lors d'une fête de l'entreprise. Ensuite, la femme leur remet un cadeau de crémaillère, une plante de jasmin, qu'elle dit être sa préférée. Quelques instants plus tard, John parle à la belle collègue et lui demande ce qu'elle fait là. Elle explique que Zach l'a invitée et dit qu'elle essaie d'aller de l'avant comme il lui a dit. Alisa voulait aussi voir l'architecte après avoir entendu parler de la tragique perte, ajoutant qu'elle sera là pour lui s'il a besoin d'elle. Cependant, John répète qu'ils ne peuvent plus se rencontrer en secret et qu'elle devrait le laisser tranquille, révélant que les collègues avaient eu une aventure. Soudainement, un autre invité entre dans la cuisine pour alerter l'architecte qu'un homme décoiffé tient une canette d'essence dans le jardin. L'homme approche l'inconnu et lui demande calmement ce qu'il veut. À sa grande surprise, l'inconnu s'excuse et dit de manière inquiétante qu'ils doivent brûler la maison avant qu'il ne soit trop tard. L'inconnu ajoute que la maison ne vaut pas le prix car elle détruira leur vie. Sans un mot de plus, il offre à John un sourire étrange avant de se retourner et de s'éloigner. Un matin, Sarah rencontre leur voisine, Catherine, qui remarque à quel point la mathématicienne est gentille et espère qu'ils resteront dans le coin. Pendant ce temps, John apprend qu'Alissa a déposé une plainte pour harcèlement contre lui, ce qui entraîne une suspension indéfinie. L'homme dit à Steven que l'accusation est fabriquée, car si la collègue se sentait menacée par lui, elle ne serait pas venue à la fête. Le soir, quand Sarah demande comment s'est passée sa journée, l'architecte choisit de ne pas divulguer ce qui s'est passé, pour qu'elle ne découvre pas l'affaire. Lors d'une soirée, John dit à ses collègues qu'il ne veut pas savoir ce qu'il y a derrière la porte du cellier, car cela signifie qu'il et sa femme incroyable obtiennent une belle maison gratuitement. Cependant, Alissa lui dit qu'elle ne le croit pas, car elle sait qu'il ne peut pas s'en empêcher. 2 semaines plus tard, l'architecte n'a toujours pas dit à sa femme qu'il a été suspendu et lorsque Steven le réprimande pour cela, il explique qu'il ne veut pas blesser Sarah maintenant qu'elle est heureuse. Après l'appel, l'homme tente d'ouvrir le cellier avec un pied de biche, mais sa main est prise sous la lourde porte. Ce soir-là, John se demande comment EMT saurait s'ils ont ouvert le cellier et sa curiosité agace Sarah, qui veut juste suivre les règles et profiter de la maison. Un jour, l'architecte laisse un message vocal à Alissa lui demandant de le rappeler car ils doivent parler. Plus tard, il se rend aux archives de la ville pour demander une copie du plan de la maison. L'employé lui dit que l'ancien propriétaire, Paul, avait demandé une copie l'année dernière mais ne l'a jamais récupérée. Perplexe, John dit qu'il pensait qu'EMT possédait la maison, mais l'employé lui révèle qu'il n'y vit plus depuis que sa femme et sa fille l'ont quitté au milieu de la nuit, il y a 25 ans. Après avoir inspecté le plan, l'architecte découvre une porte secrète qui mène à un petit placard, puis utilise un pied de biche pour retirer les planches cachant l'espace de rangement en dessous. Avec une lampe de poche, l'homme se faufile dans l'obscurité jusqu'à ce qu'il aperçoive une entrée barricadée, qu'il croit mener au cellier. L'architecte perce un trou dans le mur, mais avant de jeter un coup d'œil, il entend la voiture de Sarah dans l'allée, alors il se précipite au bureau et fait semblant de travailler. Cette nuit-là, Alissa finit par répondre aux appels de John et accepte de le rencontrer le lendemain à 14 h. Le lendemain, les deux se retrouvent dans un garage où la femme traite l'architecte de menteur pour ne pas avoir tenu sa promesse de quitter Sarah afin qu'ils puissent être ensemble. Bien qu'ils reconnaissent qu'ils partagent une connexion profonde, l'homme insiste sur le fait qu'il ne quittera jamais sa femme pour la maîtresse. Furieuse, Alissa jure de dire à Sarah quel genre d'homme il est, alors John menace de la tuer si elle s'approche de la mathématicienne. Le lendemain, pendant que l'architecte fait du trail, Sarah se sent soudainement nauséeuse. Elle décide de faire un test de grossesse, à sa grande surprise, il confirme qu'elle est enceinte. La femme pense que sa vie parfaite commence enfin à se concrétiser. Cependant, lorsqu'elle laisse tomber le bâton du test par terre et se baisse pour le ramasser, elle trouve les plans sous le lit. Plus tard, la femme découvre la porte secrète et descend dans l'espace de rangement. Inconsciente, Alissa arrive à la maison, espérant lui parler de son mari. Parce que la femme est occupée à explorer l'espace, la maîtresse pense que personne n'est à la maison et se promène à l'étage où elle voit les photos du couple sur les murs de la chambre. Alissa aperçoit le test de grossesse positif et déduit que la mathématicienne est enceinte. Alors que Sarah trouve le trou dans le mur, elle entend un bruit venant de l'étage, mais lorsqu'elle va vérifier, elle ne voit que la porte d'entrée légèrement ouverte. Plus tard, en étant assis dans sa voiture et parlant à Steven au téléphone, John voit la voiture de sa maîtresse quitter la maison, alors il termine l'appel et suit le véhicule en vitesse. Ce soir-là, Sarah annonce à son mari qu'elle est enceinte et qu'elle sait qu'il cherchait un moyen d'entrer dans le cellier. Il promet qu'il ne le refera plus, pour prouver qu'il est prêt à faire ce qui est le mieux pour leur future famille, il ferme l'espace de rangement en clouant les planches et en fermant la porte secrète. Le lendemain, John reçoit un appel de son bureau l'informant qu'il a été disculpé de la plainte d'Alissa pour harcèlement, à sa grande joie.
Lorsqu'il revient enfin au travail, Steven lui dit que personne dans le bureau n'a cru leur collègue féminine et que son obsession pour l'architecte était un secret de Polichinelle. John lui demande si elle travaille toujours pour la société, mais son ami lui répond qu'Alyssa n'est pas venue depuis une semaine. Il ajoute que les ressources humaines ont essayé de la joindre le week-end, mais elle a ignoré leurs appels. Ce soir-là, Sarah demande à son mari d'enlever un tableau dans la chambre du bébé. Lorsqu'il voit un petit trou dans le mur, il utilise un tournevis pour en sortir l'objet qui y est coincé et est horrifié de découvrir qu'il s'agit d'une balle. L'architecte paranoïaque pense qu'il devrait appeler la police, mais sa femme estime qu'il existe une explication rationnelle qui ne nécessite pas l'intervention des autorités. Cependant, John dit qu'il a entendu dire que MT avait perdu sa femme et sa fille il y a 25 ans et que leur corps pourrait être enterré dans le cellier. La femme pense qu'il est ridicule et lui supplie de laisser tomber ses théories folles, car ils doivent se concentrer sur le bébé. Le lendemain, John et Steven remarquent des policiers interrogeant leurs collègues et apprennent que les policiers ont retrouvé la voiture abandonnée d'Alyssa dans le nord de l'État et croient qu'elle a pu se faire du mal. Ce soir-là, en prenant un verre avec Catherine, la mathématicienne demande à la voisine ce qu'elle voulait dire lorsqu'elle a dit qu'elle espérait qu'il resterait dans les parages. La blonde explique que plusieurs familles ont vécu dans la maison ces dernières années, puis Catherine mentionne qu'elle a croisé John plusieurs fois lors de ses joggings quotidiens. Cette information déroute Sarah, qui pensait que son mari travaillait pendant ces heures. Soudain, elle voit un reportage à la télévision sur les policiers ayant retrouvé la voiture d'Alyssa. Pendant le dîner, la femme enceinte parle de la collègue disparue. Son mari dit qu'il vient juste d'en entendre parler aujourd'hui et espère que tout va bien pour elle. Pendant que l'architecte est sous la douche, Sarah fouille son ordinateur et trouve l'email concernant la plainte pour harcèlement, et voit qu'il a récemment appelé la femme disparue. Plus tard, John compare la balle dans le mur à celle dans une boîte de munitions sur l'étagère du salon et constate qu'elles correspondent. Il dit à sa femme qu'il devrait vérifier le cellier pour voir si sa théorie sur la femme et l'enfant de MT est vraie, mais elle ne veut pas risquer de perdre la maison. Quelques instants plus tard, 2 détectives de la police arrivent à la maison pour interroger John, car la femme disparue a déposé une plainte pour harcèlement contre lui. Il admet qu'ils ont brièvement eu une relation avant qu'il ne rencontre Sarah et que la femme avait tenté de lui faire des avances l'automne dernier, mais qu'il l'avait rejetée. L'homme révèle également qu'ils se sont rencontrés une dernière fois dans un parking où il affirme qu'Alyssa a dit qu'elle retirerait les accusations s'il choisissait d'être avec elle. Bien qu'il insiste sur le fait que c'était la dernière fois qu'il l'a vue, les policiers révèlent que le téléphone portable de la femme a émis un signal près de leur maison le jour suivant. Lorsque les détectives lui demandent où il se trouvait le jour après leur rencontre, Sarah intervient et affirme que son mari l'a aidé à décorer la chambre du bébé toute l'après-midi. Après le départ de la police, l'architecte dit qu'il n'a pas parlé des accusations à sa femme parce qu'elles n'étaient pas vraies. Cependant, la mathématicienne se souvient de la fête de l'entreprise qu'elle a dû quitter tôt. Lorsque l'homme est rentré chez lui, il sentait le jasmin, la fleur préférée d'Alyssa. Il y a quelques jours, la femme enceinte a jeté le pot de fleurs derrière les buissons près de la porte du cellier. Dans le présent, l'épouse révèle sa réalisation que la raison pour laquelle son mari n'a pas répondu au téléphone le jour où elle a perdu le bébé était qu'il était occupé avec Alyssa. Sarah déclare ensuite que la seule raison pour laquelle elle a menti à la police sur ses déplacements était qu'elle ne voulait pas que son enfant ait un père en prison. John insiste sur le fait qu'il n'a rien à voir avec la disparition d'Alyssa, mais sa femme dit que cela n'a pas d'importance car les autorités pensent déjà qu'il est coupable. Le jour suivant, il recherche l'ancien propriétaire du manoir, Paul. Il se rend compte que c'était lui le transgresseur lors de la fête d'inauguration de la maison. L'homme partage qu'il a fait la même affaire et signé le contrat pour la maison, mais la façade trompeuse d'une vie parfaite ne lui a permis que de s'adonner à l'alcool, ce qui a finalement ruiné son mariage. Paul ajoute que les gens qui ont choisi de vivre là sont responsables, car ils cachent leurs secrets et prétendent qu'ils n'existent pas. En même temps, la femme enceinte couvre le trou de balle dans la chambre du bébé avec du mastic. Pendant ce temps, Paul dit à John que le seul moyen de sauver sa femme et lui-même est d'ouvrir la porte du cellier et de rompre le contrat. Lorsqu'il revient à la maison, il trouve Sarah en train de peindre les murs de la chambre du bébé et lui dit qu'ils doivent quitter la maison immédiatement. Cependant, elle réplique que tout ce qu'elle a fait était de tenter de protéger la vie parfaite qu'ils ont toujours rêvé. John pense que la maison est en train de la changer et que la seule façon d'en finir est de rompre l'accord. Ainsi, le mari utilise un pied de biche pour casser le cadenas, mais avant qu'il ne puisse ouvrir la porte, Sarah saisit l'outil et le frappe à la tête. Lorsqu'il reprend connaissance, la femme enceinte lui dit qu'elle ne peut pas le laisser ouvrir le cellier, puis elle pose le téléphone d'Alyssa sur la table. Le jour où la maîtresse est venue à la maison, Sarah pensait qu'elle était une intruse, alors elle a pris un revolver et quelques munitions dans l'étagère d'exposition. Finalement,
Elle a trouvé la femme dans la chambre du bébé et lui a dit que la maison, la grossesse et sa vie parfaite avec John étaient censées être les siennes. Lorsque la maîtresse s'est précipitée vers elle, Sarah a appuyé sur la gâchette et l'a abattue plusieurs fois. La femme enceinte a envisagé d'appeler la police, mais en réalisant qu'elle pourrait perdre sa vie parfaite si Alyssa survivait, elle a décidé de la finir. Elle a ensuite enveloppé le corps sans vie dans du plastique et l'a traîné jusqu'au crawl space. Dans le présent, John déduit que sa femme conduisait la voiture d'Alyssa et elle se souvient de l'avoir évitée à un carrefour ce jour-là. La mathématicienne a abandonné la voiture dans une zone isolée et a téléchargé quelques photos sur le compte de la maîtresse sur les réseaux sociaux pour faire croire qu'elle était toujours vivante. Elle a également envoyé un email à l'entreprise demandant un congé pour que personne ne la cherche avant longtemps. Dans le présent, Sarah reconnaît qu'elle a fait l'erreur de ne pas vérifier derrière le tableau pour la balle errante. Après avoir entendu la révélation, John dit à sa femme de prendre un bon avocat et commence à s'éloigner. Cependant, la mathématicienne pointe l'arme et lui ordonne de s'asseoir. Sarah dit qu'elle ne hésitera pas à le faire accuser, puisque lui a eu une liaison, ajoutant que la police trouvera ses empreintes sur les planches de bois, les clous et les outils qu'il a utilisés pour sceller l'espace sous la maison. La femme pense qu'il vaut mieux accepter son plan, rester dans leur nouvelle maison et élever leur bébé ensemble. Lors de la baby shower, le couple reçoit le cadeau de EMT, la clé de la porte du cellier. Dans la lettre, l'homme âgé écrit qu'il leur revient d'en faire ce qu'ils veulent, bien qu'ils croient qu'ils savent déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsque Catherine rassemble tout le monde pour la photo de groupe, John, abattu, ne parvient pas à cacher son désintérêt. Il se demande comment tous ses péchés l'ont finalement emprisonné dans une maison maudite et un mariage avec une femme dérangée. À l'extérieur, la plante de jasmin d'Alyssa pousse maintenant autour de la porte du cellier et son existence sert de rappel constant de tout ce qu'ils ont dû faire pour une vie parfaite.